Et dans 3, là, maintenant, donc je vais dans 3, et je compte après. Ouais. Dans 3, je démarre le webinaire. 1, 2, 3. C'est bon, hein, Benoît? Oui. Merci, bonjour à tous. J'attends quelques secondes, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se connecter. Le nombre de participants est en train de monter rapidement. Vous êtes actuellement près d'une 50aine. Oui, ça monte vite. Voilà. 70, je prends quand même quelques secondes pour être sûr que les gens soient bien connectés. Non, je pense que voilà, là, ça a l'air de ralentir. Voilà, eh bien, donc bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire organisé par 6 fondations écologistes et de gauche. Je vais me permettre de les nommer toutes rapidement. Donc, c'est un séminaire qui réunit 6 fondations, la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péry, l'Institut Tribune Socialiste, la Fondation pour un autre monde et Espace Marx, et la Fondation pour l'écologie politique, dont je suis le directeur et que je présente ce soir. Et voilà, le groupe d'animation m'a fait plaisir de me permettre d'animer ce débat ce soir. Donc un débat qui a l'air d'attirer pas mal de public, donc on est content. C'est la première fois qu'on fait le séminaire entièrement en ligne en raison des contraintes sanitaires. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer et que à la fois ceux qui ont l'habitude de nous retrouver le mercredi soir au Maltais Rouge pourront nous suivre par le biais de la visioconférence, et puis peut-être qu'on aura aussi l'opportunité d'élargir un petit peu le cercle grâce à cette connexion numérique. Alors donc pour ce débat sur faut-il un revenu universel, nous avons la chance d'avoir deux femmes pour débattre avec nous ce soir, qui nous font le plaisir d'être là. Je vais rapidement les présenter toutes les deux. Nous avons d'abord Anne Edou, qui est membre des économistes atterrés, qui est maîtresse de conférence au CNAM et chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail et au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique. Elle est par ailleurs co-auteure d'un ouvrage qui est sorti en 2017, qui avait été coordonné par les économistes atterrés et la Fondation Copernic, une coproduction parue aux éditions de l'Atelier, qui s'appelait déjà « Faut-il un revenu universel ?» et qui s'était inscrit tout à fait dans ce débat au moment des présidentielles. Et Anne, vous êtes également la coordinatrice d'un autre ouvrage qui s'appelait Apprendre de l'échec du RSA, la solidarité active en question, qui traitait aussi en partie de ces questions, qui était un ouvrage coordonné avec Bernard Gomel. Voilà. Et nous avons la chance également d'avoir Nicole Tech, qui est doctorante en sociologie du travail au sein du laboratoire Institutions et dynamique historique de l'économie et de la société à l'Université Paris-Nanterre, et qui est par ailleurs très active au sein à la fois du mouvement français pour un revenu de base, et qui faisait partie des co-autrices de l'ouvrage qui s'appelle Pour un revenu de base universel vers une société de choix, qui est paru en 2017 également. Et Nicole, vous êtes également fondatrice d'un collectif qui s'appelle le Collectif pour un droit au revenu, qui milite également activement pour faire advenir un revenu de base, un revenu universel en France. Voilà, nous, on avait à cœur au sein du séminaire des 6 fondations de revenir sur cette question, même si c'est une question qui avait déjà été traitée par le séminaire en 2017. Et pour ceux qui voudraient revoir ce débat, vous pouvez retrouver la vidéo à la fois sur l'espace du Maltais Rouge et si vous allez dans les archives des différentes fondations qui sont partenaires, vous pourrez revisionner ce débat qui avait eu lieu en 2017. Mais c'est une question qui revient régulièrement sur le devant de la scène et qui fait également partie de débats assez vifs au sein de la gauche.
et une question qui, je crois, est revenue aussi en force avec la crise du Covid-19. Et cette question a été un peu remise en selle. Par ailleurs, vous avez sans doute vu par l'actualité médiatique qu'un ancien candidat à la présidentielle qui avait porté cette question en 2017 a sorti ces derniers jours, alors on ne savait pas quand on a organisé le débat, mais a sorti un ouvrage où il défend, donc c'était Benoît Hamon pour ne pas le citer, défend à nouveau cette question du revenu universel. Et donc, voilà, on est heureux de pouvoir à nouveau débattre de cette question, à la fois dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ça fait partie des questions un petit peu clivantes au sein de la gauche. Et donc, on voulait pouvoir amener ce débat. Voilà, on l'a dit, c'est une question où il y a pas mal de divisions. Je vais pas prendre beaucoup plus de temps pour l'introduction, comme en plus on est en visioconférence. Je voudrais laisser le maximum de temps, comme on est un peu contraint, à nos intervenantes. Et puis, voilà, on précisera un certain nombre de choses peut-être éventuellement après. Juste pour dire très rapidement que le revenu universel, pour donner peut-être une petite définition pour poser les choses, qui est appelé également parfois allocation universelle ou revenu de base. C'est un principe assez simple d'une somme fixe versée périodiquement à un individu en tant que citoyen d'une collectivité, d'un État, d'une institution politique. Ça peut dépendre effectivement des institutions dans lesquelles on est, sans que soient discutées les ressources du bénéficiaire ou sans qu'il y ait de forme de conditionnalité ou de contrepartie. Là, dans la définition un peu, je dirais, la plus pure du revenu universel. Et après, on l'a vu, il y a un certain nombre de déclinaisons qui peuvent être faites, notamment quand on se pose la question de quel type de financement, quel type de mise en œuvre, etc. Mais voilà un petit peu le principe de base. Je vais laisser d'abord la parole à Anedou, qui va nous présenter un petit peu la vision, on va dire, plus sceptique du revenu universel. Et puis, on laissera Nicole compléter après. Anne, je vous laisse la parole. Merci à vous d'être avec nous. Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Je pense que ça doit aller. Tout le monde m'entend. Merci à vous. Donc, je reprends le titre qui est à la fois le titre du jour et le titre du livre coordonné par Christiane Marty et Jean-Marie Haribet. Faut-il un revenu universel? Je vais redire très vite d'où je pars. Vous l'avez évoqué, donc j'ai coordonné avec Bernard Gomel un ouvrage collectif sur la réforme RSA et ses évaluations, qu'on a coordonné parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec la présentation qui en avait été faite par le Comité national d'évaluation. On est d'accord avec les résultats, donc pas d'impact du RSA sur le taux de retour à l'emploi des allocataires, parce que le problème c'était l'insuffisance des emplois, et puis presque aucun impact sur la pauvreté, et aussi l'idée que le RSA a une conditionnalité trop forte et que c'est une source de non-recours. Donc les leçons qu'on en a tirées, c'est qu'on ne remet pas les allocataires à l'emploi en renforçant les incitations, il faudrait pour ça créer des emplois, et on ne lutte pas contre la pauvreté avec une réforme à budget constant. Et ce qu'on peut dire, c'est que la prime d'activité qui a vu le jour juste après, elle n'a pas vraiment tiré ce type de leçon. Et d'ailleurs, le projet de revenu universel d'activité, j'ai une diapo là-dessus, je ne sais pas si j'aurai le temps, n'a pas non plus tiré ce type de leçon. Alors, le deuxième type de travaux, c'est des travaux sur le revenu universel. Alors là, j'ai mis les travaux auxquels j'ai contribué récemment, mais je dois dire que la première fois que j'ai travaillé sur le revenu universel, c'était avec Rachel Silveira à la fin des années 90. C'est un sujet de crise qui revient d'actualité en temps de crise. Et à l'époque, le titre de notre article, c'était du revenu universel au salaire maternel, il n'y a qu'un pas. Parce que dans les propositions de revenu universel de l'époque, il y avait beaucoup de sexisme. Alors,
par exemple, Philippe Van Parijs, le revenu universel, c'est très bien, ça va permettre aux jeunes qui ont envie de travailler de travailler et aux femmes qui veulent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Il y avait aussi une autre proposition qui, pour le calcul du revenu universel, proposait de donner une part au mari, une demi-part à l'épouse et un quart de part à chacun des enfants. Et enfin, donc voilà, donc on avait fait un peu un florilège de toutes ces propositions quand même qu'on n'a pas revu fleurir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je suis revenue sur le revenu universel précisément parce que ça redevenait en vogue. Et il n'y a pas de suspense comme ça. De mes travaux, je conclus qu'il n'est pas possible de concilier universalité et générosité, c'est-à-dire donner à tous, riches ou pauvres, et à la fois avoir un revenu universel d'un niveau élevé qui permette de lutter contre la pauvreté. Ou alors il faudrait préciser à quelles conditions et les travaux pour l'instant ne sont pas satisfaisants. Les actuelles garanties de revenus couplées à un service public étendu sont plus performantes contre la pauvreté. Et puis enfin, troisième point, c'est qu'elles ne peuvent pas et elles n'ont pas vocation à pallier l'insuffisance des salaires. Donc on ne peut pas tout faire porter, et je dirais aussi l'insuffisance des emplois, on ne peut pas tout faire porter au revenu universel. Et donc, le point de vue que je défends, qu'on a défendu dans l'ouvrage collectif « Faut-il un revenu universel ?» des économistes atterrés de la Fondation Copernic, c'est que l'essentiel d'améliorer les garanties de revenus, de les revaloriser, de les personnaliser, c'est-à-dire qu'elles tiennent compte des contraintes et des conditions de chacun et chacune, et puis d'en réduire la conditionnalité. Et tout ça n'exclut pas de travailler sur les autres fronts, c'est-à-dire celui des salaires et celui de l'emploi. Alors, pour revenir sur le revenu universel, j'ai envie de dire que c'est un iceberg, hein, c'est un peu fascinant. Il y a une face émergée et il y a des parties immergées aussi. Dans ce qu'on en voit d'abord, c'est une proposition simple, donner à toutes et tous, riches ou pauvres, un revenu inconditionnel. Que des sociétés en crise peuvent être tentées d'y voir une solution. Hein, vous l'avez dit, que ça revenait d'actualité aujourd'hui. Donc, effectivement, on a une crise de l'emploi avec un renouvellement des formes de précarité. Quelqu'un comme Gors, par exemple, qui était un opposant au revenu universel au départ, finalement, je dirais désespéré devant la crise de l'emploi, il a fini par y voir une solution. Le creusement des inégalités, donc finalement, ça pourrait être un moyen de les combler, en tout cas par le bas. La hausse de la pauvreté, la crise écologique, avec l'idée que peut-être un revenu universel permettrait de sortir du capitalisme qu'on connaît et de la surconsommation, et puis la crise sanitaire aujourd'hui, enfin voilà. Mais finalement, il y a aussi des choses qui sont problématiques dans le revenu universel. On a, plutôt qu'une proposition de revenu universel simple, on a en réalité une constellation de propositions qui sont très différentes et qui vont de l'ultralibéralisme à la gauche sociale. Finalement, quelles que soient les propositions, mais je dirais plus les propositions sont généreuses et plus on atteint des montants de dépenses qui sont comparables à l'ensemble des dépenses de protection sociale. Donc, l'une des questions que ça pose, c'est finalement, est-ce que ce revenu universel, il aurait vocation à se substituer à tout ou partie du système de protection sociale, ou est-ce que, en tout cas, ça ne serait pas la conséquence, même quand ce n'est pas le projet. Alors, il y a quand même une chose qui est intéressante dans les discours de revenu universel, surtout, je pense au contexte électoral de 2017, c'est que ça a permis d'entendre un discours positif sur les personnes privées d'emploi. On peut dire qu'en France, en pleine récession, hein, juste avant les élections de 2017, on avait des élus de droite qui se livraient à une surenchère de droite. La gauche n'est pas complètement épargnée non plus dans la surenchère vis-à-vis des chômeurs, mais en l'occurrence,
j'ai ces exemples-là qui étaient assez gratinés. Donc Laurent Wauquiez, vous vous en souvenez sûrement, ministre des Affaires européennes, qui parlait de cancer de l'assistanat à propos des minima sociaux. Le député Marc-Philippe Daubresse, qui avait la très bonne idée de proposer un contrat de 7 heures obligatoire pour les allocataires, hein, quand ceux-ci voulaient un vrai emploi. Hein. D'ailleurs, ça avait été le sens de l'irruption des mouvements de chômeurs au moment du grand raout de présentation des résultats du Comité national d'évaluation du RSA. Ces mouvements de chômeurs disaient, mais nous, on ne veut pas un travail de 7 heures, on veut un emploi. Voilà. Et puis, le conseil départemental du Haut-Rhin qui envisageait un travail bénévole obligatoire. Donc, plein de bonnes idées. Et c'est vrai que les discours sur le revenu universel, ça permettait de sortir de ça, avec l'idée qu'il y avait un impératif qui était d'améliorer la situation des plus précaires, leur simplifier la vie, réduire la conditionnalité des allocations, en l'occurrence même la supprimer. Donc voilà, ça faisait quand même du bien d'entendre parler d'un revenu inconditionnel à ce moment-là, parce que ce n'était pas tellement l'ambiance des discours dominants. Il faut rappeler quand même qu'en France, disposer d'un revenu suffisant, c'est un droit constitutionnel. On a tendance à l'oublier. Le préambule de la Constitution de 1946, dans son article 11, stipule que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc voilà, ça existe aussi dans d'autres constitutions européennes. Il y a à peu près l'équivalent, par exemple, en Belgique. Voilà. Et donc, les garanties de revenus, quand elles ont été mises en place, je pense au RMI notamment, c'était bien en rappelant ce préambule de la Constitution, et que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe, ces garanties de revenus ont vocation à assurer ce droit à un revenu. Ceci dit, c'est aussi des garanties de revenus qui sont insuffisantes à faire sortir de la précarité ou de la pauvreté. Et je dirais qu'ils le sont de plus en plus depuis les années 90, en tout cas en France, mais dans beaucoup de pays d'Europe, puisque l'une des conséquences des politiques d'activation des chômeurs, c'est-à-dire de l'impératif de remettre les chômeurs et allocataires de minima sociaux à l'emploi, ça a été de rendre les garanties de revenus ou les allocations de plus en plus conditionnelles, et puis surtout de ne pas les revaloriser. Donc le RSA est très nettement sous le seuil de pauvreté, et surtout depuis les années 90, le RMI et le RSA ont augmenté moins vite que les revenus médians des Français. Donc voilà, les allocataires sont plus pauvres qu'avant. Et voilà, on a un problème de conditionnalité trop importante de ces revenus. Alors, ce que je pense et ce qu'on avait défendu dans l'ouvrage Fondation Copernic atterré, c'est que on peut partir de l'existant déjà, c'est-à-dire revaloriser et personnaliser les garanties de revenus, les minima sociaux, parce que précisément, ils vont augmenter pas assez vite. Et puis, par ailleurs, on a un espèce de paradoxe dans ces minima sociaux, c'est qu'ils sont versés aux ménages, donc à des familles éventuellement, y compris à des familles avec enfants. Et finalement, on contrôle la bonne recherche d'emploi de la part des adultes, on contrôle le fait que les adultes sont compliants, se rendent à des rendez-vous, etc. Mais en cas de sanction, on peut sanctionner une famille entière. Et donc, voilà, on a un problème de calibrage. Enfin, il y a un véritable problème quand on essaye d'activer, c'est-à-dire d'activer les garanties de revenus, c'est-à-dire d'inciter les adultes à chercher un emploi et que cette activation se traduit par des sanctions. Donc, l'un des premiers impératifs, c'est effectivement de réduire la conditionnalité des garanties de revenus, c'est-à-dire réduire l'intensité des contrôles, réduire aussi les indus, c'est-à-dire que parfois, comme les minima sociaux sont actualisés à des périodes régulières, les allocataires peuvent devoir rembourser des trop perçus parce qu'ils ont continué à percevoir un revenu alors qu'ils n'y avaient plus le droit ou qu'ils n'avaient pas le droit à ce montant-là.
Et donc, on a des minima sociaux qui sont calculés au plus près des revenus d'activité. Et pour des allocataires précaires qui alternent des périodes d'emploi, de non-emploi, c'est un amplificateur des variations de revenus. Or, il s'agit de ménages pauvres, c'est-à-dire des gens qui consomment tout leur argent. Et quand on leur demande de rembourser des indus, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est pas possible et ça génère du non-recours. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui préfèrent renoncer à ces revenus parce qu'elles ont droit à des petits montants et qu'après, elles se sentent piégées à devoir rembourser des choses qu'elles ne peuvent pas rembourser. Donc, voilà, les minima sociaux actuels sont insatisfaisants en termes de niveau et de calibrage. Maintenant, si on parle de revenu universel, hein, je reviens à cet iceberg. Hein, on a en fait plusieurs versions, donc je donne quelques exemples, hein, des versions néolibérales qui consistent à faire en sorte que chaque individu bénéficie d'une allocation d'un petit montant, dont la logique est de compléter les revenus du travail sur un marché du travail dérégulé. Hein, c'est-à-dire que c'est un montant insuffisant pour vivre, il faut travailler, mais le fait que cette somme minimale existe, c'est une somme de survie qui permet finalement de déréguler l'emploi, de maintenir des bas salaires. Voilà. Et donc on a dans cette version un État social qui, c'est l'un des aspects du néolibéralisme, est mis au service du marché, voire des entreprises qui peuvent de cette manière trouver une main-d'œuvre prête à travailler et surtout à travailler bon marché. Donc le père de cette version néolibérale, il n'appelait pas ça revenu universel, mais les versions actuelles ont tendance à se réclamer de lui. C'est Milton Friedman, hein, qui proposait un impôt négatif, c'est-à-dire pour les pauvres, le fait qu'on leur garantisse un certain niveau de revenus, et puis pour les plus riches, qu'il y ait un socle de revenus qui soit exonéré d'impôts. Et se réclament de Milton Friedman, Marc de Basquiat et Gaspard Koenig, qui en 2014 et 2017 ont publié des ouvrages défendant l'idée d'un revenu universel qui s'appellerait le Liber, Liber comme libéralisme. Voilà, mais il s'agit bien d'une version d'impôt négatif, alors avec des nuances par rapport à la version de Friedman que je laisse peut-être aux questions-réponses dans la salle. Et puis, on a des versions de gauche qui, là, défendent plutôt des montants plus élevés, avec l'idée que ça pourrait laisser la possibilité aux bénéficiaires du revenu universel de refuser les mauvais emplois et que ça pourrait contraindre les employeurs à proposer des meilleurs emplois. Donc, on trouve cette idée-là dans le revenu d'existence d'André Gorz. On trouve aussi cette idée-là dans le revenu pour tous de Baptiste Milondo. On trouve aussi cette idée-là dans le mouvement français pour un revenu de base. Hein. Alors, j'ai lu les travaux et on avait invité chez les économistes atterrés Jean-Éric Yafil. Je dirais, dans le mouvement français d'un revenu de base, en tout cas ce que j'en connais, il y avait un peu une version intermédiaire, hein, c'est-à-dire qu'une première étape où on partait vers un revenu de base d'un petit montant, et puis dont on allait accroître la générosité. Et puis enfin, alors j'en parle parce que je sais que ça va venir dans les questions dans la salle, il y a le cas du salaire à vie de Bernard Friot. Alors ça ne s'appelle pas revenu universel, donc je n'ai pas envie forcément de l'appeler vraiment revenu universel, mais on peut éventuellement considérer que c'en est un, mais là aussi il y a des éléments particuliers qui font qu'on n'est pas exactement dans le revenu universel. Alors une question qu'on peut se poser pour le revenu universel, c'est finalement quel projet de société on a derrière, hein, puisque on voit bien qu'il y a des propositions, il y a une gamme de propositions qui sont vraiment, qui couvrent tout l'échiquier politique, du plus néolibéral, peut-être au plus subversif par rapport au capitalisme.
Donc, on peut avoir un premier projet de société qui est une société de consommateurs qui vont sur un marché, donc à qui on donnerait de l'argent pour se porter sur le marché, et d'ailleurs y compris pour acheter la protection sociale et des assurances privées. Chez Milton Friedman, par exemple, il y avait l'idée que le revenu universel permettrait de réduire la voilure de la protection sociale, et il disait de l'impôt négatif, il procure une aide sous la forme la plus utile à l'individu, à savoir en espèces du cash. Alors, il faut que je me dépêche parce que c'est déjà l'heure. Autre projet de société, l'idée qu'on pourrait, grâce au revenu universel, se passer du travail, au sens du travail dans l'emploi salarié. Alors, ça pourrait être la version ubérisation de l'emploi, ou en tout cas un travail qui serait libre, donc une société de loisirs et de travail bénévole, ou une société qui fasse sortir du capitalisme. Mais finalement, la question, c'est un peu comment en sortir. Alors, le revenu universel, je pense, présente des risques. Hein. Ça peut être une pointe avancée du néolibéralisme si ça remplace les revenus par du cash. Ça peut être une proposition généreuse, mais dans ce cas, on a un peu du mal à trouver un financement soutenable. Alors, la question du financement, c'est vraiment quelque chose qui oblige les auteurs qui, en général, explorent cette question du financement dans leurs livres, pas toujours d'ailleurs dans les présentations orales, et ça oblige vraiment à construire des cathédrales fiscales pour quelque chose qui n'est pas toujours très redistributif. Alors si on prend De Basquiat et Koenig, le financement, en fait, leur projet, c'est très largement un projet d'impôt proportionnel. D'ailleurs, ça avait été repris par une candidate à la présidentielle, Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, c'est l'idée de passer vers un impôt proportionnel plutôt que progressif, proportionnel sur l'ensemble des revenus. Donc, on élargit l'assiette, hein, mais on reste sur une proportionnalité. Donc, les plus riches sont quand même assez largement épargnés. Et en tout cas, leur proposition justifie une répartition des revenus qui reste très inégalitaire. Baptiste Milondo parle très peu du financement, mais dans ses écrits, on les trouve. Donc, il envisage une tranche d'imposition à 100% et de la CSG, mais ce n'est pas quelque chose que je l'ai entendu revendiquer à l'oral. Donc, bien sûr, là, on peut se poser la question de l'acceptabilité sociale. Hein. Déjà, on a du mal à trouver un portage politique fort pour la revalorisation des minima sociaux. Et donc, pour une tranche à 100%, voilà. Et puis, pour la proposition du mouvement français pour un revenu de base, c'était un impôt progressif, la CSG, et puis il fallait bien recourir à la création monétaire, l'hélicoptère-monnaie, qui est un peu difficile dans la zone euro. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on voit que beaucoup de choses sont possibles qui paraissaient impossibles avant. Mais voilà, c'est quand même, le financement est quand même une difficulté. Alors, juste un mot, je pense qu'on en reparlera, parce que ce qui est très souvent mis en avant pour défendre le revenu de base, qu'on trouve sur le site du mouvement français pour un revenu de base, sur le site du bien, c'est-à-dire le mouvement européen, c'est beaucoup d'expériences. Hein, et en réalité, ces expériences ne sont pas des expériences de revenu universel, c'est des expériences de minima sociaux, sauf l'Alaska. On peut y revenir, mais ce n'est pas généralisable. J'ai des choses sur l'exemple finlandais, mais je n'y reviens pas. Benoît Hamon, c'est quand même, on a vécu en direct la difficulté à porter un revenu universel progressiste, c'est-à-dire que dans la proposition initiale de Benoît Hamon, avant la primaire, il avait un revenu universel très ambitieux qui s'est avéré impossible à financer, et donc il a revu sa copie en gardant le label revenu universel, mais en faisant en fait une garantie de revenu améliorée, hein, qui restait un peu conditionnelle, mais qui était étendue. Donc pas tout à fait au bout du compte un revenu universel. Je laisse tomber le revenu universel d'activité, on pourra en reparler.
Donc, pour conclure, je dirais il y a quand même un intérêt des propositions sur le revenu universel, c'est d'ouvrir le débat, d'en finir avec la stigmatisation. Mais il y a aussi des problèmes, le risque d'une remise en cause de pans entiers de la protection sociale et des services publics, un problème qui est surtout un problème de financement. Moi, je vois aussi le revenu universel comme porteur d'un renoncement, c'est-à-dire verser une allocation universelle un peu pour solde de tout compte, mais finalement, est-ce qu'on laisse en état les inégalités ou est-ce qu'on cherche vraiment à les réduire? Dans ce cas, autant revendiquer aussi la progressivité de l'impôt. Et puis, ne pas renoncer aussi à travailler à une société meilleure du côté de l'emploi. C'est-à-dire l'emploi, c'est quand même, aux yeux des Français, des Européens, un ingrédient essentiel du bonheur. Donc, voilà, la question des créations d'emplois qui répondent aux besoins sociaux et environnementaux, aux aspirations des unes et des autres, et puis aussi des emplois correctement rémunérés. Ça aussi, c'est une question qui est sortie très fortement pendant la crise, hein. On ne pourrait pas dire qu'on va se passer des aides-soignantes et des caissières, hein, parce qu'on en a besoin. Et donc, là, on a une question qui est celle des salaires. Donc, pour conclure, faire vivre le droit à l'emploi, c'est aussi un droit constitutionnel, article 5 du préambule de la Constitution. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Et puis, je cite l'enquête de l'INSEE sur bonheur et travail et les enquêtes européennes sur le travail qui montrent que c'est classé au premier rang du bonheur, notamment pour celles et ceux qui en sont privés, hein. Donc, il y a une très forte aspiration au travail. Voilà, j'ai fini, j'ai été trop longue. On a plein de choses encore pour le débat. Merci Anne, c'était parfait, pile dans les temps. Merci beaucoup d'avoir présenté un peu ce qui serait peut-être quelques écueils ou dangers du revenu universel et les logiques qui peuvent s'y opposer. J'avais juste une petite précision par rapport aux participants. Vous êtes à peu près 125 en ce moment. Si vous regardez, vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenantes par le biais d'une boîte de dialogue. On va essayer de garder pour l'instant les questions pour la fin des présentations, en partie parce que il est fort possible que vous posiez des questions qui soient répondues dans les présentations. Et puis aussi parce que pendant cette période, on va essayer de garder les questions pour les problèmes techniques qui peuvent se poser. Donc, l'équipe de la Fondation Gabriel Péri qui s'assure de la technique utilise cette boîte aussi pour résoudre les problèmes techniques que peuvent avoir les uns ou les autres. Donc, essayez de garder vos questions pour l'instant pour la fin des présentations. Et puis, on fera cette partie des questions après. Je vais passer tout de suite la parole à Nicole pour présenter sa vision à elle du revenu universel et puis peut-être commencer à répondre à certaines des questions posées par Anne sur les problèmes que peuvent poser le revenu universel. À toi, Nicole. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux 6 fondations pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. C'est un peu intimidant, mais bon, derrière un écran, c'est moins difficile, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà par Anne Edoux. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre, en tout cas dans le cadre de ma présentation, mais je vais essayer et je pense qu'effectivement, on aura l'occasion aussi d'y revenir avec les questions. Peut-être juste avant de commencer, je tiens tout de même à préciser que j'interviens ce soir plus en tant que membre du collectif pour un droit au revenu qu'en tant que doctorante, déjà parce que ce n'est pas mon sujet de thèse. Le revenu universel, c'est un sujet que j'ai appréhendé plutôt dans un contexte militant plus que scientifique, donc je préfère le préciser par souci d'honnêteté intellectuelle, on va dire, et non pas non plus comme membre du MFRB, puisque je n'en fais plus partie. Ceci étant dit, donc
le revenu de base, c'est bien un sujet que je suis de très près depuis maintenant à peu près 7 ans. Et en l'espace de ces 7 dernières années, j'ai bien pu voir l'évolution des perceptions en France sur la question du revenu universel, où on a vraiment pu voir une évolution en l'espace de quelques années entre l'idée d'une mesure totalement farfelue et utopiste à une proposition véritablement de politique publique plus ou moins concrète, hein, mais qui est vraiment revenu au cœur des débats dans un contexte de crise qu'on traverse actuellement et qui sera, je pense, aussi assez central dans le contexte des prochaines présidentielles. Alors pour ce qui est du revenu universel, Benoît a fait déjà une présentation de l'idée, donc j'y reviendrai pas forcément, hein. C'est celle d'un revenu qui soit universel, inconditionnel, individuel, les 3 piliers qui constituent généralement la définition du revenu universel. Pour les versions de gauche, on ajoute généralement le fait que celui-ci vient renforcer la protection sociale et non pas la déconstruire. Mais c'est vrai que comme l'a dit Anedou, il existe une multiplicité de propositions de revenus de base dont l'objet politique peut être effectivement très différent, voire parfois opposé. Elle a mentionné aussi le philosophe André Gorz, qui effectivement avait identifié, on va dire, 2 courants bien distincts de revenus de base. Donc d'une part, un courant qu'on pourrait qualifier de libéral, voire néolibéral en tout cas libéral au sens économique du terme, avec une volonté politique de s'inscrire dans le système capitaliste actuel et donc dans une perspective qu'on pourrait éventuellement qualifier de réformiste. Donc ça, ce serait le premier, on va dire, courant de propositions de revenu universel. Et d'un autre côté, on aurait des propositions qui s'inscriraient plutôt dans un courant progressiste au sens social, on va dire, qui seraient plutôt des propositions qui s'inscriraient dans une perspective de transformation sociétale qui répondrait aux besoins de l'écologie politique, de l'autonomie individuelle et collective, ou en bref, celle de la société du temps libéré que André Gorz avait imaginé. Et donc, on retrouve en fait cette dichotomie finalement entre réformistes, révolutionnaires dans ces différentes propositions de revenu universel. Donc, on a des propositions, Anedou en a parlé, de revenu universel qui sont effectivement d'inspiration libérale, qui puisent largement dans le courant de pensée de l'économiste Milton Friedman, hein, fondateur de l'école de Chicago. Ce sont des propositions qui sont généralement financées par impôt négatif avec des montants relativement bas autour de 500 €, comme c'est le cas du Libère, on en a parlé, mais aussi comme c'est le cas d'une proposition qui est, on va dire, l'émanation du Libère, qui s'appelle le socle citoyen, qui est porté sur le plan politique par la députée Aix-en Marche Valérie Petit, notamment, qui est partie d'En Marche pour rejoindre le groupe Agir Ensemble, donc qui se trouve à droite de LREM dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et qui a dernièrement déposé une proposition de résolution sur ce sujet de socle citoyen qui devrait être débattue le 26 novembre prochain. Il faudrait souligner, je pense, et puis après je ne reviendrai plus à ces versions libérales parce que ce ne sont pas forcément celles qui nous intéressent ce soir, mais que ce sont généralement ces propositions-là qui se disent ou qui s'affichent comme transformations, donc ni de gauche ni de droite, ce qui est assez intéressant finalement sur le plan discursif, puisque les arguments employés par ces partisans tournent généralement autour de la sémantique du pragmatisme ou du réalisme. Autrement dit, il s'agirait des propositions qui sont véritablement viables puisqu'elles sont parfaitement adaptables au modèle capitaliste actuel. Mais donc, on sait, Anedou l'a précisé tout à l'heure, on sait qu'il y a aussi des propositions, on va dire, de gauche, effectivement. Elle parlait de Baptiste Milondo avec un revenu inconditionnel d'un montant très élevé, puisque c'est généralement aux alentours de 1 500 €, couplé à un revenu maximum acceptable. Donc, on aurait le socle avec le plafond, d'une certaine manière, ce qui permettrait de constituer un outil de lutte contre les inégalités. Il y a aussi la proposition de dotation inconditionnelle d'autonomie qui est soutenue par les mouvements de la décroissance notamment et qui intègre un versement, on va dire, sous plusieurs formes, une partie qui serait plutôt en euros, une partie qui serait
aussi en monnaie locale, et puis une partie qui serait sous forme de droit de tirage, donc de gratuité de certains services. Et d'ailleurs, c'est une proposition qui est assez intéressante puisqu'elle place l'enjeu écologique au cœur de la réflexion, puisqu'elle pense notamment la question de la création monétaire dans un contexte de relocalisation de l'économie et donc vise à favoriser la proximité des échanges, notamment en matière de production d'alimentation. Donc là, je vous donne 2 exemples, mais il y a bien évidemment d'autres propositions qui sont développées à gauche, on va dire, qui sont plus ou moins détaillées. Mais de manière générale, ce qu'on peut voir en termes de financement, en tout cas sur ces propositions-là, c'est que ça repose essentiellement sur, on va dire, une meilleure répartition des richesses par le biais de l'impôt. Donc vraiment en imaginant un impôt plus progressif et par là plus juste. Mais il y a effectivement d'autres propositions qui reposent davantage sur la socialisation, un financement par les cotisations sociales, comme c'est le cas effectivement du salaire à vie de Bernard Friot, qui ne se définit bien évidemment pas comme une forme de revenu universel en soi, mais plutôt comme une proposition bien distincte, voire même alternative à celui-ci. Mais en tout cas, c'est une proposition qui mérite qu'on s'y penche et qui mérite aussi une réflexion assez intéressante. Alors, comment mettre en place des propositions qui soient aussi ambitieuses? C'est vrai que c'est une question qui est d'ailleurs tout à fait légitime, du fait qu'il s'agit de propositions qu'on pourrait qualifier de radicales, voire de révolutionnaires, puisqu'elles sont imaginées dans des projets de société alternatifs au système néolibéral actuel. Donc, il est tout à fait légitime de questionner la viabilité de leur mise en place. Ce que je pourrais dire, et d'ailleurs c'est des réflexions qu'on a au sein du collectif pour un droit au revenu, c'est qu'il nous semble important de réfléchir à la question selon 2 temporalités. Et là, je pense qu'on se rejoint pas mal avec ce que disait Anedou tout à l'heure. On pense qu'il est important, d'une part, et sur le court terme, de renforcer l'existant, les minima sociaux, dès aujourd'hui, pour répondre notamment à l'urgence sociale. Donc l'idée, ce serait vraiment dès à présent de renforcer les minima sociaux parce qu'il y a urgence en fait. Et d'autre part, dans un second temps et donc sur un temps plus long, l'idée est vraiment de maintenir une boussole qui soit dirigée vers des réflexions autour du droit au revenu, qui soit d'un droit au revenu qui soit ambitieux, tout en assumant finalement le caractère utopique, mais qui nous permette en fait de garder un cap. Parce que finalement, c'est ce qui est intéressant derrière l'idée du revenu universel ou du droit au revenu, c'est ce potentiel subversif et utopique, cette capacité d'ouvrir le débat plus largement sur la répartition des richesses, sur la valeur travail et sur aussi les perceptions qu'on peut avoir de la précarité aujourd'hui. Donc sur le court terme, ce qui peut être mis en place dès à présent et qui nous peut potentiellement en tout cas être une première étape vers la mise en place d'un vrai droit au revenu, ce serait d'agir immédiatement sur les minima sociaux et notamment sur le RSA, donc à commencer par l'augmentation de son montant, puisqu'aujourd'hui le RSA est aux alentours de 560 €, ce qui ne permet clairement pas de vivre dans des conditions décentes, mais aussi de l'élargir aux 18-25 ans, qui à l'heure actuelle sont pratiquement exclus de toute forme de protection sociale. Et je pense notamment à ceux qui se trouvent dans des situations de rupture familiale. On l'a pas mal vu dans le contexte de crise. Les jeunes ont été une des catégories d'âge les plus frappées par la précarité. Et donc là, ça nous amène aussi à une des mesures qui potentiellement pourrait être mise en place sur du très court terme, et en tout cas qui a une viabilité, on va dire, économique assez solide, qui est celle d'un revenu minimum garanti, qui est par ailleurs soutenu par une diversité d'acteurs de la société civile. On travaille avec d'autres organisations au sein d'un collectif qui s'appelle le Collectif pour un revenu minimum garanti, avec le Mouvement national des chômeurs précaires, Emmaüs France, la Ligue des droits de l'homme, Equitas, etc., sur cette proposition qui nous semble en tout cas être une proposition concrète, applicable, qui pour certains est une fin en soi et qui pour d'autres peut être, on va dire, une première étape vers la mise en place d'un vrai droit au revenu. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'Observatoire des inégalités a estimé que la mesure coûterait entre 7 et 10 milliards d'euros
annuel pour sortir l'ensemble de la population du seuil de pauvreté à 50%, soit 860 € à peu près. Donc, c'est un budget qui est concrètement finançable avec, bien sûr, un peu de volonté politique, mais on voit bien avec les centaines de milliards qui ont été déployés depuis le début de la crise, le plan de relance qui coûte 100 milliards, demander 7 milliards pour sortir l'ensemble de la population du seuil de pauvreté, concrètement, ce serait possible. Alors, ceci étant dit, donc, sur la question du revenu universel, on voit bien que c'est un sujet qui s'est réintroduit dans les débats depuis le début de la crise. Je pense notamment du fait que notre système de protection sociale, notre filet de sécurité sociale comporte de nombreux trous et qu'on n'a pas été en mesure de protéger suffisamment l'ensemble de la population. Donc, cette idée du revenu de base, elle s'est réintroduite dans les débats et on pense que c'est intéressant aussi justement d'y réfléchir et d'en débattre parce que l'idée, c'est aussi que sa mise en place, elle prenne un temps plus long de réflexion et de débat pour qu'elle soit la plus juste et acceptée possible, démocratiquement, socialement, écologiquement, économiquement. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est aussi un peu, du coup, je rebondis un petit peu aussi avec ce que disait Anedou, mais c'est vraiment au final le potentiel un peu subversif et la possibilité d'ouvrir plus de questions que d'apporter de réponses finalement avec la question du revenu universel. Et typiquement, sur le travail et l'emploi, c'est vrai que le revenu universel a souvent été un outil qui nous a permis de nous demander, par exemple, pourquoi est-ce qu'il faudrait conditionner le minimum vital à de la recherche d'emploi alors que finalement, il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde. Je vais prendre un chiffre arrondi dans sa fourchette basse, mais on était sur un ratio de 5 millions de personnes au chômage pour 500 000 emplois disponibles en moyenne. Et ça, c'était avant la crise et la vague de licenciements qui l'a accompagnée. Et donc là, juste sur cette question de l'emploi, je parle d'un écart qui existe à l'heure actuelle et ce n'est pas pour autant qu'on doit le voir comme une fatalité. Je ne crois pas d'ailleurs à la fin de l'emploi, bien évidemment, même malgré tous les phénomènes d'automatisation, de robotisation, etc., puisque d'autres emplois vont être créés. Mais je pense que ça peut aussi servir ça peut être un bon prétexte aussi pour réfléchir et pour réintégrer dans le débat la question de la réduction du temps de travail pour ensuite mieux le répartir. Mais ça sera peut-être aussi un sujet dont on pourra parler tout à l'heure. Ça pose d'autres questions, notamment pourquoi est-ce que les bullshit jobs, vous savez, qui ont été théorisés par David Graeber, ces emplois à la con qui n'ont aucune utilité sociale ni pour les personnes qui l'occupent, ni pour la société de manière plus générale, pourquoi est-ce que finalement ces bullshit jobs ne sont pas davantage questionnés? Ou autrement dit, pour le dire autrement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas privilégié la qualité des emplois avant leur quantité? Il y a vraiment, sur la question de la valeur travail, il y a des questions qui méritent d'être posées et je trouve que le revenu universel, en tout cas, sert de prétexte pour pouvoir les poser. Autre question qui a été particulièrement importante dans le contexte de crise et de confinement, qui est qui est la question de savoir pourquoi est-ce que les métiers les plus essentiels à nos sociétés aujourd'hui, que ce soit les aides-soignantes, les femmes de ménage, les éboueurs, etc., sont aussi souvent les plus mal rémunérés. Donc, ce sont vraiment beaucoup de questions, je trouve, que le droit au revenu permet de soulever. Et si on n'a pas forcément la réponse, il nous semble en tout cas indispensable que ces questions soient posées plus largement dans le débat public. Alors, sur la question du revenu universel, on ne peut pas vraiment savoir ou en tout cas anticiper les effets d'une société avec un droit au revenu puisque le revenu universel n'a jamais été véritablement mis en place à l'échelle nationale en tant que politique publique en soi. Il y a eu des expérimentations qui ont eu lieu depuis les années 70. Alors, je ne dirais pas des expérimentations de revenu universel puisque le revenu universel en soi ne peut pas être expérimenté. Donc, on va dire que ce sont plutôt des garanties de revenus qui ont été expérimentées depuis les années 70, qui ont été plus ou moins d'ailleurs documentées. Mais si je prends
état de certaines expérimentations qui ont fait état de rapports d'évaluation sérieux, on peut tout de même tirer quelques enseignements. Je vais prendre par exemple l'illustration du Canada dans le cadre du projet MINCOM, où l'économiste Evelyne Forget a pu démontrer 30 ans après la fin de l'expérimentation, donc l'expérimentation avait eu lieu dans les années 70, 30 ans après, elle a pu analyser les données et elle s'est rendue compte finalement que dans le contexte de cette expérimentation, le taux d'hospitalisation avait nettement chuté, de même que les cas de maladies mentales qui avaient été diagnostiqués. Et donc, on voit ici que ça avait eu un impact notable en matière de santé mentale notamment. Deuxième exemple, en Inde, dans les années 2000, il y a eu une expérimentation qui s'est déroulée dans une dizaine de villages avec un projet qui était porté notamment par l'UNICEF et la CIWA, qui est un syndicat de travailleuses indépendantes, et qui était suivi de près par l'économiste Guy Standing. Et donc, dans ce contexte d'expérimentation, Guy Standing a constaté que cette forme de garantie de revenus avait eu un impact positif en matière de participation à la vie locale, et en particulier de la part des femmes qui se sont impliquées davantage dans la gestion de la cité. Et dernier exemple, plus récemment, en Finlande, donc là, c'était vraiment il y a quelques années, enfin, il y a quelques années, c'était 2018-2019 ou 2017-2018, si je me souviens bien, le gouvernement finlandais a mené un projet expérimental auprès de 2000 personnes qui étaient au chômage, tirées au sort, et il a démontré, enfin, ce projet a démontré que ça avait nettement amélioré les situations de bien-être, que les gens s'alimentaient mieux, avec des produits de meilleure qualité, et avaient finalement davantage confiance en l'avenir, mais cela n'a pas vraiment eu de répercussions en matière de réinsertion sur le marché de l'emploi. Et donc finalement, ce que ces différents résultats nous démontrent, c'est que le revenu universel, ce n'est pas tant un outil d'insertion sociale ou de relance de l'activité économique, mais c'est simplement une mesure qui permet aux gens de vivre mieux dans des conditions décentes. Et donc la question qui en découle, finalement, c'est qu'est-ce qu'on devrait prioriser lorsque, quand on a d'un côté la santé et le bien-être des individus qui est mise dans la balance face à des enjeux économiques, qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Et là, ce qui était intéressant avec le gouvernement finlandais, c'est que finalement, les conclusions ont été que ce projet n'était pas efficace puisqu'il n'était pas rentable. Et c'est vrai, ou du moins en tout cas à court terme, c'est vrai, puisque les effets bénéfiques en matière de santé auraient fini par avoir un impact, qui aurait eu un impact économique positif, mais sur un plus long terme. Tous les résultats qu'on peut avoir en matière de santé, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir du jour au lendemain. Donc, il y a vraiment cette question de la temporalité d'une mesure comme celle du revenu universel, d'un droit au revenu, qui s'accorde finalement assez difficilement avec les enjeux politiques d'un système économique qui est basé sur la force de travail comme priorité pour répondre aux besoins de l'économie, en fait, pour répondre aux besoins de l'économie avant même celle des individus. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut constater aussi dans le contexte de crise sanitaire aujourd'hui, parce que, je prends juste cette illustration et puis c'est vraiment une petite illustration à titre d'exemple, mais quand on y réfléchit, on préfère ouvrir les écoles, maintenir les gens au travail autant que faire se peut, quitte à prendre des risques pour la santé de milliers de personnes. Donc vraiment, c'est cette question de se dire comment est-ce qu'on peut mettre dans la balance la santé et le bien-être des individus face à des enjeux économiques. Donc, sur la question du revenu universel, et je conclurai bientôt, c'est vrai que c'est un outil qui permet de questionner le rôle peut-être trop central de l'économie dans nos sociétés, notamment quand ça devient contradictoire en fait avec l'intérêt des individus. Mais encore une fois, c'est vraiment le potentiel subversif et utopique qui permet d'ouvrir plus largement le débat sur ce qu'on veut d'une société qui soit plus juste. Et en cela, il ne s'agit pas juste de voir le revenu universel comme un simple outil économique qu'il faudrait chiffrer, mais c'est plus une mesure qui devrait s'intégrer dans une vision plus globale. Quelle société on veut avec un revenu universel ou pas d'ailleurs.
Et sur ces réflexions, il y a déjà quelques ébauches, on va dire, de réflexions qui existent. Je pense notamment aux pistes qui ont été évoquées par le sociologue Antonio Casilli, qui est un spécialiste de l'ubérisation des métiers par ailleurs, et qui lui disait que la justice sociale, elle devait aussi miser sur 3 plans différents. D'une part, la mise en place d'un revenu inconditionnel, pas universel, inconditionnel, ce que nous, on pourrait qualifier aussi de revenu minimum garanti. Deuxième aspect, le soutien au développement de modèles de coopératives, renforcer le système coopératif, et sur un troisième plan, le renforcement des syndicats pour pouvoir renforcer le droit du travail, mieux protéger les personnes qui sont dans l'emploi. Et donc ça, c'est une proposition parmi d'autres, mais qui nous semble en tout cas intéressante parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le pouvoir de débat que constitue le revenu universel ou plus largement d'un vrai droit au revenu avec ce côté ouverture du débat qui est peut-être le plus important pour pouvoir vouloir imaginer ou vouloir construire des alternatives ensuite qui soient vraiment souhaitables, où l'accès à une vie décente serait un vrai droit humain. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apporter des réflexions dans un contexte où on est dans un système économique, mais aussi politique, où on nous laisse entendre qu'il n'y a pas d'alternative possible. Vous savez, le TINA, le There is no alternative de Thatcher, en nous laissant entendre que tout ce qui serait alternatif ne serait pas pragmatique et réaliste et donc ne serait pas possible. Et donc en cela, je pense qu'effectivement, il y a des ponts qu'on pourrait réussir à construire entre les différents acteurs qui souhaitent aller dans cette direction. Et je m'arrêterai là pour l'instant. Merci beaucoup, Nicole. Il y a quelques questions qui commencent à arriver, donc on va pouvoir en prendre un certain nombre. Anne, je ne sais pas si vous vouliez apporter quelques précisions tout de suite ou si je commence à vous donner quelques-unes des questions qui ont été apportées. Alors oui, peut-être juste réagir un tout petit peu sur les expérimentations parce que je trouve que... On a beaucoup de questions dessus, donc si on prend l'exemple de la Finlande, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement politique, hein, c'est-à-dire que le gouvernement s'est fait élire avec ce programme et il y a des travaux qui relatent comment ça s'est passé. Donc, il y a eu un comité d'évaluation qui a été monté, qui a dit il faudrait qu'on embarque au moins 10 000 personnes dans l'expérimentation. En fait, il n'y avait pas assez d'argent pour embarquer 10 000 chômeurs, donc ça s'est réduit à 2 000. Donc, on savait très bien que l'expérience ne serait jamais étendue, puisque déjà, il n'y avait pas assez d'argent pour l'expérimenter à plus de 2 000. Donc, j'ai presque envie de dire que ça relevait un peu du coup de com'. Et finalement, parfois, dans les pays en développement, les expérimentations du revenu universel, c'est un peu ça. En fait, on va trouver des évidences, c'est-à-dire que quand on donne du revenu à des gens qui sont très pauvres, ben oui, ils vont pouvoir manger correctement, ils vont pouvoir sortir d'une logique de survie et voilà, faire des choses aussi simples que participer à la vie de la société. Donc, je suis quand même extrêmement réservée sur ces expérimentations et on inclut aussi dans les expérimentations des revenus qui sont des garanties de revenus. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas le RMI, mais enfin, à l'époque, ça aurait très bien pu y rentrer. Donc, il n'y a aucune expérience de revenu universel dans ces expérimentations. Hein. C'est des garanties de revenus plus ou moins conditionnelles. En Finlande, on pouvait conserver son revenu pendant un certain temps après avoir repris un emploi. Mais bon, on pouvait déjà avec le RMI, il y a la prime d'activité en France. Enfin, ce n'est pas complètement des choses révolutionnaires. La seule expérience de revenu universel, c'est le fonds pétrolier d'Alaska, où là, chaque citoyen d'Alaska reçoit une rente annuelle, mais qui est complètement dépendante des volumes de pétrole vendus et du prix du pétrole. Hein. Donc, c'est très variable. Ça peut aller, je ne sais pas quoi, de 200 $ canadiens à 1000 et quelques. Donc, ce n'est pas un revenu d'existence en tout cas. Hein. C'est un plus qui peut être plus ou moins élevé, qui n'est pas généralisable, pas écologique. Voilà. C'est le seul exemple de revenu universel, sinon il n'y en a pas d'autres. On est sur des garanties de revenus
plus ou moins conditionnel, voilà. Mais je m'arrête là. On peut passer aux questions. Alors, est-ce que dans les expérimentations, on n'a quand même pas trouvé une réponse à une des objections qui est souvent faite, qui est que si on donne du revenu universel à tout le monde, en fait, les gens vont être complètement désincités de participer au travail et vont surtout dépenser l'argent un peu n'importe comment. C'est l'argument qu'on entend souvent pour je sais pas, acheter des écrans plats ou dilapider leur argent sans projet. Alors qu'en fait, on a quand même l'impression dans les expériences qui sont effectivement surtout à petite échelle que finalement, il n'y a pas cet aspect de dilapider un argent qui arrive comme ça un peu tombé du ciel, mais au contraire, quand même une volonté d'utiliser les revenus d'une manière à se réinsérer dans la société. Et, voilà, c'est quand même une des... oui, mais ça, c'est une banalité. C'est-à-dire qu'en fait, avec tous les revenus sociaux qui existent, voilà, si on prend les allocations chômage, le RSA en France, en fait, on n'a pas affaire à des gens qui, quand ils les perçoivent, accumulent les écrans plats, refusent de travailler. Enfin voilà, dans l'ensemble, les chômeurs, les allocataires de minima sociaux, ce qu'ils veulent, c'est un emploi. Nicole l'a dit tout à l'heure. Si on met en balance le volume des emplois disponibles et le nombre de demandeurs d'emploi, auquel en plus on ajouterait les allocataires de RSA, il n'y a pas photo. Enfin voilà, ils ne trouvent pas d'emploi, ces gens-là. Donc le revenu ne les empêche pas de trouver un emploi. Ce qui les empêche de trouver un emploi, c'est l'insuffisance des emplois. On a aussi les expérimentations les évaluations sur la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un revenu qui a été distribué aux jeunes, précisément ceux qui ne sont pas éligibles au RSA, les jeunes les plus en difficulté, par les missions locales. Donc c'est un revenu qui est assorti de mise en situation de travail, et les évaluations ont montré que les jeunes, en fait, ils s'en servent pour des choses très utiles, pour se payer leur permis de conduire, pour remplir le frigo à la maison, parce qu'on a affaire à des jeunes de familles modestes ou de familles pauvres. Et donc voilà, en général, quand on donne un revenu à des personnes qui appartiennent à un ménage pauvre, ce revenu est utilisé à bon escient, puisqu'il s'agit de pauvres qui ont besoin d'un revenu pour une vie décente. Donc, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Je pense que la vraie question, c'est la question de la société qu'on souhaite. C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite une société moins inégalitaire? Et dans ce cas, on n'a pas besoin de faire des expérimentations. Il faut plus de redistribution et il faut lutter contre la pauvreté en prévoyant des garanties de revenus qui assurent aux ménages éligibles ou aux personnes éligibles qu'elles vont sortir de la pauvreté et avoir un niveau de vie décent. Oui, je veux bien aussi rajouter quelque chose sur la question des expérimentations en lien avec le retour vers l'emploi. Quand on regarde un peu les débats qui ont eu lieu dans le contexte de la mise en place du RMI puis du RSA, on se rend compte finalement qu'il y avait des arguments qui étaient très similaires avec ces arguments-là qu'on retrouve avec le revenu universel, de dire avec une garantie de revenu, finalement, les gens resteront devant la télé et ne feront plus rien. C'est des débats qui reviennent systématiquement, qui n'ont jamais été prouvés. Ceci étant dit, les expérimentations ne montrent pas non plus que les gens vont se remettre dans le marché du travail directement. Ça n'a pas d'impact direct. Mais par contre, j'aurais une vigilance quand même justement à utiliser ces arguments-là d'utiliser le prétexte peut-être du revenu universel pour dire que ça permettrait de diminuer le chômage notamment, parce que ça renvoie à une logique aussi d'injonction à l'emploi qui peut être assez dangereuse. Et là, je raccorderais peut-être avec ce dont parlait tout à l'heure Anne-Edou du projet de revenu universel d'activité, qui est un projet du gouvernement que Macron avait annoncé il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, dans le contexte de son plan de lutte contre la pauvreté.
qui n'a rien d'universel puisque c'est uniquement dédié aux chercheurs d'emploi et qui vise en fait finalement à renforcer le contrôle et les sanctions à l'encontre des personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais le discours qui est employé justement au travers de ces politiques de réinsertion très, très néolibérales finalement, c'est vraiment de miser essentiellement sur ce mythe de l'assistanat des personnes précaires qui ne voudraient pas retourner dans l'emploi parce qu'elles auraient une garantie de revenus. Et ça, c'est un discours qui, à mon sens, est assez très dangereux finalement, parce que ça renvoie à cette idée de responsabilisation qu'on entend systématiquement, notamment avec ce gouvernement actuel. Il faut responsabiliser les plus pauvres parce que les aides sociales coûtent un pognon de dingue et qu'en fait, il suffirait de traverser la rue pour pouvoir trouver de l'emploi. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention à ne pas voir l'idée d'un revenu universel ou d'un droit au revenu comme quelque chose qui permettrait de diminuer le chômage pour faire plaisir à des politiques qui finalement sont dans des logiques que nous, on essaye de contrer. Si on veut changer justement ce logiciel, j'aurais plutôt tendance à justement ne pas rentrer dans ce type d'argument-là. Alors, de manière un peu connexe, on a aussi plusieurs questions, notamment de Patrick Cuissel, sur le fait que le revenu universel permettrait aux travailleurs de mieux négocier leur niveau de salaire. Donc, on n'est plus dans l'alternative au chômage, mais déjà pour les travailleurs, de permettre d'accéder à une meilleure rémunération par le biais de cette garantie. Est-ce que c'est effectivement un argument qui est recevable, ou alors est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut écarter ? Il n'y a aucun élément de preuve qu'avec des minima sociaux, les personnes puissent mieux négocier leur salaire, d'autant plus que pour l'instant, il y a quand même pléthore de demandeurs d'emploi par rapport aux emplois disponibles. Et je dirais que des économistes néolibéraux comme Pierre Cahuc, André Zilberberg, Gilles Berset espéraient au contraire de la réforme RSA que ça permette une modération salariale au voisinage du SMIC, c'est-à-dire de laisser le SMIC à un niveau très bas, parce que précisément, grâce au RSA, les travailleurs pauvres auraient un complément de revenus versé par l'État, et donc les entreprises ne seraient pas obligées de remonter les salaires. Donc je pense vraiment, ça c'est une règle de politique économique, on ne doit pas se tromper d'instrument, la protection sociale, donc la distribution d'une garantie de revenu ou d'un revenu universel, ça ne peut pas se substituer à la politique des salaires. Si on veut revaloriser les salaires, il y a un instrument de politique publique qui est le salaire minimum, et donc c'est celui-là qu'il faut utiliser. Il y a aussi un autre instrument qui est la régulation des emplois. On pourrait aussi agir sur les durées de travail, sur les contrats de travail. Ils ont été rendus de plus en plus flexibles. On pourrait entamer le chemin inverse pour que, effectivement, un emploi permette d'être assorti de conditions de travail décentes et de conditions de rémunération décentes. Et là, l'outil, c'est pas du tout la protection sociale, ni le RSA, ni le revenu universel. Donc, je pense vraiment que le revenu universel, c'est effectivement intéressant pour poser un certain nombre de questions, mais finalement, on ne changera pas la société ni avec des garanties de revenus, ni avec un revenu universel. Ça fait partie du menu, mais ça ne suffit pas à soi tout seul. Là, c'est le revenu universel, garantie de revenus, c'est la partie redistribution. Il faut s'intéresser à la répartition primaire des revenus, c'est-à-dire à ce que les gens retirent de leur activité, de leur emploi. Enfin, voilà. Sur cette question, c'est vrai que je dirais déjà tout dépend du montant. Une garantie de revenu, un droit au revenu peut permettre je pense, d'accorder une plus grande liberté de choix, que ce soit pour accepter un emploi ou pour le refuser, ou pour pouvoir négocier, ou en tout cas équilibrer un peu le rapport de force entre employeur et employé. Mais effectivement, cette protection sociale, puisque là on n'est plus dans la protection sociale, à mon avis, elle n'est possible que dans un contexte
où en parallèle ou en complément, on a des politiques publiques de renforcement du droit du travail, de renforcement des services publics. Je dirais que c'est aussi pour ça que le revenu universel n'est pas un simple outil économique qui serait au service de n'importe quel projet de société. Cette garantie de revenu, ce droit au revenu, il n'est possible que si on le pense dans un ensemble beaucoup plus large, et c'est là où on revient un peu au débat de quel revenu universel on pourrait imaginer à gauche. Pour moi, un vrai droit au revenu, il doit s'intégrer dans un projet de société qui vise à renforcer les services publics, qui vise à renforcer le droit du travail et donc qui permettent de constituer une vraie protection sociale au sein de ce projet de société. Alors justement, sur cet aspect-là, est-ce qu'on a des réflexions sur le fait que le revenu universel ne serait pas forcément un revenu qui serait distribué uniquement sous forme monétaire, mais qu'une partie du revenu universel ou du revenu d'existence, ça pourrait être justement des droits de tirage sur du service public, le droit d'avoir accès à de la mobilité, le droit d'avoir accès à un certain nombre de mètres cubes d'eau, un certain nombre de kilowattheures d'électricité, qui serait un peu la base pour chaque citoyen, la base d'existence de chaque citoyen. Et donc, on serait plus sur cette logique justement monétaire, financière, qui est celle, je dirais, de la vision plus néolibérale du revenu universel. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur il y a effectivement des propositions de revenu universel à gauche notamment qui réfléchissent à des propositions, que ce soit en création monétaire de monnaie locale, monnaie citoyenne locale, pour pouvoir assurer un ancrage sur les commerces de proximité, sur des enjeux aussi d'agriculture, de relocalisation de l'agriculture. Il y a pas mal de réflexions qui se font aussi sur la complémentarité entre les enjeux de la gratuité avec celle d'une garantie de revenus. Et donc tout ça, c'est des questions qui restent ouvertes, hein. Il y a la proposition de la dotation inconditionnelle d'autonomie des décroissants qui, je dirais, serait peut-être la proposition qui se rapproche le plus d'une forme de revenu universel, en tout cas qui répondrait aux enjeux écologiques et aussi de questionnement de la création monétaire. Mais il y en a d'autres. C'est des discussions qui sont encore en débat aujourd'hui et qui ont cours en fait. Alors, le revenu universel, c'est pas la même chose que les services publics gratuits, hein. Donc, je pense que ce qui est un peu embêtant, c'est d'entretenir la confusion entre des politiques qui sont très différentes, hein. Donc, il existe déjà des tarifs réduits ou des phénomènes de gratuité. Je pense par exemple dans les cantines. Enfin voilà, ça me semble tout à fait essentiel, hein. On sait que les services publics contribuent beaucoup à réduire les inégalités, hein, et contribuent aussi à soutenir le revenu des ménages les plus pauvres, hein. On a vu là que pendant le premier confinement, les enfants n'avaient pas accès à l'école, donc pas accès à la cantine, et pour certaines familles, ça voulait dire préparer la totalité des repas alors que certains repas étaient gratuits. Je pense que ça, effectivement, c'est des solutions essentielles, mais si on se met à appeler toutes les solutions qu'on trouve bonnes revenu universel, alors on ne sait plus de quoi on parle, hein. Donc, je pense que voilà, la question de la gratuité des services publics ou bien de tarifs progressifs, voilà, c'est des questions qui me semblent très importantes et qu'on peut aussi remettre en débat, hein. Gratuité des transports, gratuité des cantines ou bien des tarifs sociaux. Voilà, ça c'est des choses tout à fait essentielles et effectivement, ça montre bien les limites des garanties de revenus ou du revenu universel, c'est que y a des aspects de la vie sociale que ça ne couvre pas. Donc voilà, pour lutter contre les inégalités, encore une fois, les instruments sont multiples, hein. Services publics, garantie de revenus, mais aussi les salaires, les conditions de travail, le temps de travail. Enfin,
voilà, je pense que... et puis je sais que dans les questions, il y avait, peut-être que tu voulais en parler plus tard, mais il y avait la question du salaire à vie. Donc je pense que le salaire à vie, c'est une idée intéressante, hein. C'est l'idée qu'on étendrait la sécurité sociale à une forme de garantie, non pas d'emploi, mais de salaire en fonction de la qualification. Pour moi, le problème, c'est finalement, ce que veulent les gens, c'est quand même travailler, hein, dans leur très grande majorité. Donc, pour moi, la question de réfléchir à une forme d'emploi pour tous et toutes, ça, c'est un chantier qu'on ne peut pas délaisser, hein. Voilà, ça fait quand même 40 ans qu'on a renoncé à des politiques de plein emploi. Je pense que c'est vraiment des choses... mais là encore, on est très loin du revenu universel. Voilà. Est-ce que la division à gauche, elle ne se fait pas justement sur cette question de savoir si on est dans une société où les gens veulent travailler et veulent avoir un revenu par le travail, ou veulent pouvoir avoir à certains moments de leur vie, pas forcément tout le temps, d'autres activités qu'un travail salarié? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit là la division, c'est-à-dire que l'idée d'une réduction du temps de travail, ça laisse quand même la possibilité d'avoir d'autres activités, ce que beaucoup d'entre nous ont d'ailleurs, hein. On n'attend pas qu'on nous autorise à le faire, c'est plutôt la question de est-ce que l'emploi salarié tel qu'il existe aujourd'hui, il est satisfaisant, hein. Et donc là, oui, la réponse, elle est non, c'est-à-dire que voilà, il y a des questions de comment dire, démocratie dans les entreprises. Enfin, voilà, c'est pas seulement le droit du travail. Le problème, c'est aussi le droit des sociétés. Il y a un article de la Constitution que je n'ai pas cité parce que ça nous amène assez loin du revenu universel, mais c'est le fait que les salariés participent à la prise de décision dans les entreprises. En fait, en France, ils participent quand même très peu. Et donc, voilà, je pense que là aussi, dans la nature des emplois, il y a des choses à changer parce que ce que nous apprennent les enquêtes bonheur et travail, c'est que les gens veulent travailler et avoir un emploi, mais tout le monde n'est pas satisfait dans son emploi, des conditions de travail, enfin voilà. Oui, on s'éloigne du revenu universel. Et en même temps, je pense qu'effectivement, en fait, le cœur du débat, et c'est pas pour rien qu'on revient systématiquement aux enjeux du travail et de l'emploi à chaque fois qu'on parle de revenu universel, parce que je pense que ce qui suscite l'attention des gens quand on parle de revenu universel, c'est cette capacité de pouvoir construire une autonomie avec une garantie de revenus qui permettrait justement de pouvoir s'extraire des conditions de travail qu'on peut trouver qui sont parfois même oppressives et parfois très difficiles. Et c'est vrai que je pense qu'il y a déjà il y a un côté générationnel que j'ai pu constater quand on parle de revenu universel. Je me souviens qu'aux Nuits debout, c'était vraiment c'était très marquant. Entre les jeunes, je dirais autour de 20-25 ans, et la génération au-delà de 55 ans, 60 ans, où il y avait un vrai clivage en termes d'acceptation de l'idée ou pas. Enfin, les jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi, pour lesquels il est de plus en plus difficile d'aspirer à avoir un emploi stable et protecteur, et des générations qui ont évolué aussi avec une valeur du travail très forte, avec une reconnaissance et l'idée qu'on peut s'émanciper par l'emploi. On voit vraiment cette division générationnelle. Et je pense qu'effectivement, le cœur du débat autour du revenu universel, c'est le travail. C'est de se dire, aujourd'hui, on est dans une situation où, en plus, avec tous les débats autour de l'automatisation, la robotisation, il va y avoir de plus en plus de destruction d'emplois. Il y aura de la construction d'emplois et des créations d'emplois derrière aussi. Mais en tout cas, on se retrouve dans une période d'incertitude pour beaucoup de personnes, sans parler de la crise. Et du coup, tout ça, ça aboutit aussi à un phénomène de flexibilisation, d'insécurité dans l'emploi,
que notamment les plus jeunes vivent de plus en plus fortement. Et donc, en fait, je pense que le cœur de tout ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de l'emploi? Est-ce qu'on retourne vers des modèles de salariat classiques qui ne parlent pas forcément d'ailleurs aux plus jeunes, hein. On est aussi dans un modèle où politiquement, l'idée de la Startup Nation, du travail indépendant fait rêver beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Et en fait, on se rend compte que toutes ces mutations de l'emploi, elles aboutissent aussi à des formes de travail ubérisées, beaucoup plus flexibles et précaires, mais que derrière ça, dans l'idéologie, dans les perceptions, on voit dans le travail indépendant qui parfois est dépendant, crée des situations de dépendance économique malgré tout, ne répond pas à la question en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on recrée un statut d'emploi qui soit à la fois protecteur, mais qui nous permette d'acquérir une autonomie, une vraie liberté d'action, de pouvoir véritablement équilibrer le rapport de force entre employeurs et employés pour permettre aux employés aussi d'avoir plus de marge de manœuvre, de pouvoir choisir mieux ses tâches, de pouvoir mieux choisir ses horaires de travail? Je pense que c'est vraiment ça la clé en fait. Et ce qu'apporte la garantie de revenu, le droit au revenu, c'est de se dire avec une sécurité économique, demain je peux partir d'un emploi pour pouvoir soit créer quelque chose, soit pour pouvoir partir ailleurs. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Parce que le RSA n'est pas suffisant, parce qu'on ne se sent pas à même de pouvoir quitter un emploi. Et la plupart des gens aujourd'hui se trouvent dans des situations où ils ont peur de quitter un emploi parce qu'ils ont peur aussi de ne pas en retrouver derrière. Alors, j'ai plusieurs questions, notamment de Lydie Favre, Dominique Ribaud, qui vous demandent ce que vous pensez de la dotation universelle en capital défendue par Thomas Piketty. Alors, je ne sais pas s'il défend une dotation universelle en capital. J'en pense rien. Enfin, je pense que ça me fait penser plutôt aux théories ultralibérales du capital humain. Je pense qu'on n'a pas, que ce soit des dotations au capital ou un revenu inconditionnel, on n'a pas là des propositions qui soient de nature en elles-mêmes à infléchir la société. C'est-à-dire que c'est des solutions qui sont présentées comme très subversives, mais finalement, on voit bien qu'il faut les assortir de tout ce qu'on met derrière, hein, et qui ne sont pas du revenu universel, ou qui sont pas du salaire à vie, etc., et qui feront qu'on on va se trouver là avec quelque chose de subversif ou pas. Et donc, je pense que ce qui est vraiment important quand on parle de revenu universel, c'est finalement de regarder tout ce qu'on a à côté et qui accompagne ces propositions. Parce que, voilà, je pense qu'en elle-même, elle ne constitue pas une solution, ni même elle ne trace un avenir. C'est-à-dire que ça rompt avec un discours sur les chômeurs, mais finalement, on ne sait pas toujours très bien où ça nous emmène. Donc, c'est vrai que il me semble important d'aller regarder dans les autres propositions de réduction des inégalités, de lutte contre le chômage, enfin voilà, les autres propositions qui ne soient pas le revenu universel ou simplement la garantie de revenu. Le revenu universel n'est pas une solution universelle. Oui, sur la dotation en capital de Piketty, je ne connais pas très bien cette proposition-là. De ce que j'en sais, c'est que c'est une dotation ponctuelle qui est donnée à la majorité. Donc, en soi, ça s'éloigne déjà des propositions de revenu universel. Ça m'évoque d'ailleurs une proposition de loi qui vient d'être déposée par Boris Vallaud et Hervé Soulignac, députés socialistes, projet L, je crois, si je ne me trompe pas, qui est d'octroyer 5 000 € à tous les jeunes dès la majorité.
En soi, pour le coup, je vais peut-être revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de renforcer l'existant. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut renforcer le système de protection sociale, autant renforcer ce qui existe déjà. Et en l'occurrence, là, on revient sur le renforcement du RSA et son élargissement aux 18-25 ans. Si on veut permettre aux jeunes de partir du bon pied dans la vie active et professionnelle, autant leur permettre d'avoir ce filet de sécurité dès l'âge de 18 ans, plutôt que de donner une dotation qui soit ponctuelle et donc pas pérenne et qui ne permette pas du coup de pouvoir se projeter forcément sur du long terme et du coup qui renvoie encore une fois à de la responsabilité individuelle, à la responsabilisation dont je parlais tout à l'heure et qui, à mon sens, est quelque chose qui est, enfin, un discours en tout cas qui est potentiellement contre-productif. Oui, je suis entièrement d'accord. Pour les jeunes, il y a une solution simple qui est d'assurer, voilà, il y a les bourses pour les étudiants, il faut un minimum social, une garantie de revenus pour les autres, d'autant plus que les jeunes qui sont sur le marché du travail sont très exposés à la précarité, au chômage. Enfin, voilà. Donc, oui, ce filet de sécurité, il est essentiel parce qu'on a aussi, du côté de toutes les structures d'insertion, le drame de tous les jeunes qui sortent de l'aide à l'enfance, des mineurs non accompagnés, enfin qui sont des jeunes absolument sans solution s'ils ne se trouvent pas immédiatement un dispositif d'insertion, et on n'a pas de possibilité de faire le tuilage des dispositifs de 18 à 25 ans. Donc voilà, le champ de l'insertion est tout le temps à courir après les solutions pour ces jeunes les plus précaires. Enfin, je pense que voilà. Et puis en pleine crise sanitaire, on se retrouve avec des étudiants ou bien des étudiants qui n'ont plus de petit boulot, des jeunes précaires qui perdent leur petit boulot et qui sont quand même aux premières loges de l'extrême pauvreté dans ces situations. Il y a plusieurs questions qui vont aussi dans ce sens, mais qui posent le problème du nombre d'emplois disponibles, en fait. Hein. Ils disent, il y a notamment Samuel Doring qui dit, qui vous demande, Anne, quelle est donc votre solution puisqu'il n'y a pas assez d'emplois disponibles. Et voilà, dit que c'est un peu contradictoire de dire qu'on doit donner du travail à tout le monde alors que finalement il n'y a pas assez d'emplois. Il y a pas mal de questions qui vont un peu dans ce sens, Oui. qui posent la question de la robotisation, du développement de l'intelligence artificielle et donc de la baisse de l'emploi salarié. Et qui donc voyait plutôt le revenu universel comme une réponse à cette. Il faut découpler les deux, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a une crise sanitaire avec un chômage très élevé. On a de toute façon un chômage très élevé depuis longtemps en France, avec quand même des périodes où il a un peu baissé et d'autres où il a augmenté. Je dirais que y a une première chose déjà qui est quand même dans ce que je proposais, c'est de réduire la conditionnalité des minima sociaux, des allocations chômage, dans une période où le chômage est massif et où on a beaucoup plus de chômeurs ou d'allocataires qui voudraient bien travailler, qui pourraient travailler par rapport au volume d'emplois disponibles. Déjà, on arrête de les convoquer toutes les 5 minutes, de chercher à prouver qu'ils n'ont pas été assez actifs dans leur recherche d'emploi, puisque de toute façon, on n'arrive pas à en proposer à tout le monde. Donc, ça, déjà, c'est la première chose. Et puis après, pour l'emploi, on part de loin, parce qu'on a quand même des décennies de chômage massif. Il y a quand même des solutions pour créer des emplois. On a vu déjà que les 35 heures avaient quand même boosté les créations d'emplois dans une période par ailleurs de croissance où l'emploi augmentait, notamment dans les services. Donc dans la période 97-2001, il y a quand même eu 2 millions d'emplois créés en France et qui n'étaient pas particulièrement des emplois précaires ou à temps partiel. Donc voilà, c'est quand même important de savoir qu'il y a des périodes où on a pu créer de l'emploi. Et puis je dirais, on a aussi derrière nous des décennies d'austérité. On a abordé la crise sanitaire avec des services publics dans un état catastrophique. L'hôpital d'abord, je ne fais pas un dessin, là tout le monde le sait. L'éducation nationale aujourd'hui, c'est-à-dire que
on a des classes surchargées dans les collèges, les lycées, les amphis à l'université, les gestes barrières, c'est de la fiction, hein, parce que déjà, ça fait des années qu'on a des gens assis par terre dans les amphis ou qui n'arrivent pas à trouver une chaise dans les salles de TD. Donc, à moins de faire cours une semaine sur 2, de réduire le programme de moitié, on ne voit pas très bien comment on ferait. Donc, je dirais que si on voulait créer des emplois, il y a quand même des besoins sociaux très importants en France et dans beaucoup de pays. Ce n'est pas des emplois polluants, ce n'est pas des emplois délocalisables. Hein, donc, voilà, dans les services publics, il y a des besoins. Et puis, il y a encore de la marge pour réduire le temps de travail. D'ailleurs, c'était intéressant, ce que nous a appris la crise sanitaire, c'est qu'on a vu s'effondrer le volume des heures travaillées. Donc, voilà, ça montre aussi que dans des situations extrêmes comme ça, on voit aussi d'autres possibilités. Voilà. Alors, aucune solution n'est miracle. Hein. Je pense que ça suppose de travailler à une combinaison de solutions pour augmenter le volume de l'emploi, mais ça veut dire aussi partager le travail, réduire le temps de travail. Enfin, voilà, c'est pas, je ne suis pas en train de dire ce qu'a proposé le gouvernement au moment du confinement, c'est-à-dire augmenter les heures de travail à l'hôpital. Bon, il se trouve qu'il y en avait besoin, mais il y en avait besoin parce qu'on abordait quand même la crise avec un déficit de ressources humaines et en matériel considérable à l'hôpital. Donc, voilà. Je n'ai pas de solution miracle, mais il y a des solutions pour créer des emplois. Alors j'ai Anne-Marie Ciotat qui demande si on a mesuré dans le cadre du revenu universel ce que ça permettrait comme économie réalisée justement par l'effacement de l'administration, des contrôles des minima sociaux, de la paperasse associée avec ces minima sociaux et également des économies qui seraient réalisées sur la santé, les accidents du travail diminués, moins de bullshit jobs, ça fait aussi moins d'emplois inutiles et nuisibles pour l'écologie. Ça pourrait réduire le budget destiné à diminuer les émissions de carbone. Voilà, donc on a une question dans ce sens-là et qu'on pourrait aussi, je pense, compléter avec la question peut-être du non-recours qui avait été évoqué dans la présentation de Anne au début. Le fait d'avoir un revenu universel permettrait aussi peut-être de limiter ce non-recours qui parfois entraîne des problèmes sociaux assez conséquents. Alors, il ne faut pas rêver. Hein. Encore une fois, le revenu universel n'est pas une solution universelle. Si on met en place un revenu universel, à supposer que ce soit possible, hein, j'ai évoqué la difficulté de le financer, il faut bien trouver des ressources pour le financer. Hein. Et donc, si ces ressources, c'est une progressivité de l'impôt et une tranche à 100%, il va falloir quand même connaître les revenus des gens pour prélever l'impôt, s'assurer qu'il n'y a pas d'évasion fiscale, enfin être beaucoup plus actif qu'on ne le fait. Et donc, il ne faut pas imaginer que la mise en place du revenu universel va faire disparaître d'un seul coup l'administration. Il n'y a pas de... Enfin, un revenu universel, ça s'administre. Et donc, pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui permettent de dire qu'on va... voilà, alors effectivement, ça réduirait un certain nombre de contrôles sociaux sur les ménages les plus modestes, ça réduirait surtout les procédures que ces ménages ont à faire pour accéder aux minima sociaux. Mais je dirais, pour rendre les minima sociaux conditionnels, il n'y a pas du tout besoin d'un revenu universel. Hein. En fait, au moment de la mise en place de la prime d'activité, on a remplacé le revenu d'activité qui était cette prime attachée au RSA et la prime pour l'emploi par cette nouvelle prime d'activité. Et le débat parlementaire, ça a été, est-ce que cette prime d'activité, on la distribue comme la prime pour l'emploi, c'est-à-dire via le système fiscal,
Et donc, à ce moment-là, elle a un caractère d'automaticité. Il suffit de déclarer ses revenus, ce que tout le monde fait, pour qu'on puisse calculer la prime d'activité. Et en fait, on s'est aperçu que, c'était ce que disaient les débats parlementaires, hein, que ça coûterait trop cher si on faisait comme ça, parce que du coup, il n'y aurait plus de non-recours. Et donc, s'il n'y a plus de non-recours, alors tous les ménages éligibles le touchent. Donc, ça coûte plus cher parce qu'on estime que le non-recours, il est autour d'un tiers, hein, pour les montants de base, et encore bien plus pour la prime d'activité. Hein. Il y avait un non-recours, maintenant il doit être autour de 40-50%. Oui, de 40-50%, il était de 65%, quelque chose comme ça, au début, à la mise en place du RSA. Donc, si on attache les minima sociaux aux déclarations de revenus, qui sont en plus, aujourd'hui, l'impôt, il est mensualisé pour beaucoup de foyers, alors, on peut éliminer le non-recours. Mais de toute façon, le fait d'être en société, d'avoir un système de redistribution, un système fiscal, fait que on peut changer les règles de la redistribution, on peut changer les règles de la fiscalité. Alors, je ne parle même pas du problème du financement du revenu universel, mais on n'éliminera pas l'administration. Si on veut éliminer l'administration, on élimine aussi la solidarité et la fiscalité. Voilà, donc je pense que il ne faut pas attendre du revenu universel que ça supprime toute forme d'intrusion des administrations dans la vie sociale. Je ne sais pas si j'ai répondu, je pense. Je veux bien ajouter quelque chose ici par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, l'idée, ce ne serait pas tant d'éliminer l'administration avec cette garantie de revenus. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de faire évoluer les tâches qui incombent à ces membres de l'administration qui sont essentiellement portées sur des actions de contrôle et de sanction finalement, hein, dans une logique toujours de devoir contrôler les plus précaires pour vérifier qu'ils sont suffisamment pauvres et qu'ils cherchent suffisamment d'emplois, pour les diriger plutôt vers des actions d'accompagnement. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une expérimentation qui a été normalement validée en Seine-Saint-Denis de renationalisation du RSA, qui est une demande qui est portée par plusieurs conseils départementaux de gauche notamment, et qui est intéressante en ce que, parce que le RSA, la compétence sociale des départements fait que le RSA est directement lié aux compétences départementales. Le fait de renationaliser le versement du RSA, donc de permettre aussi du coup d'extraire cette redevabilité, on va dire, pour les départements, ça leur permettrait du coup de garder cette compétence d'accompagnement, de renforcer du coup l'accompagnement vers l'insertion sociale, vers le conseil, et du coup de distinguer finalement le côté contrôle-sanction qui crée du coup de la méfiance de la part des personnes qui demandent le RSA, puisque si la même personne est la personne qui nous accompagne et aussi celle qui peut nous sanctionner, on ne sera pas tout aussi honnête que si c'est une autre personne pour laquelle on sait qu'on peut être honnête dans ce qu'on fait, dans nos recherches, dans nos aspirations, en sachant que derrière, il n'y aura pas de sanctions qui pèsent au-dessus de nos têtes. Donc ça peut être une piste intéressante à creuser aussi. Et je pense que vraiment l'idée, c'est, on revient encore une fois sur les discours, sur la stigmatisation des plus précaires, sur cette responsabilisation. Et je pense que le côté garantie de revenus et du coup, là, on serait vraiment sur le volet inconditionnalité. Le fait de verser sans condition, sans injonction à de la recherche d'emploi, permettrait de sortir de cette logique entre les bons pauvres et les mauvais pauvres, finalement, entre ceux qui cherchent suffisamment d'emploi et ceux qui resteraient derrière leur télé, assis sur leur fauteuil. Et donc ça, c'est vraiment une question je pense, d'approche, de mentalité qu'il faut changer. Et ça, c'est quelque chose qui se fera, je pense, sur du plus long terme.
Alors, peut-être sur cette question-là, je pense que, en fait, historiquement, il me semble que le développement de l'accompagnement est allé de pair avec la personnalisation, les sanctions, etc. Donc, ça a été vraiment conçu comme les différents aspects de ce qu'on appelle la politique d'activation. Et pour les minima sociaux, la décentralisation des minima sociaux, elle est intervenue en 2004, il me semble. Et la logique, c'était bien de responsabiliser les départements pour qu'ils accompagnent bien leurs allocataires vers l'emploi et pour diminuer les dépenses. Hein. Donc ça, c'était la logique. Et puis par ailleurs, le financement qui a été délégué au département pour financer le RSA, qui est une taxe affectée sur l'énergie qui varie de manière procyclique, donc en sens inverse des besoins du RSA. C'est une taxe qui a toujours été insuffisante. Et là, il me semble qu'avec la crise sanitaire, l'État va être un peu obligé de venir au secours des départements. Il me semble voilà. Bon, c'est bien parce qu'il n'y a pas de financement suffisant pour le RSA. Donc, depuis la décentralisation, il y a un problème de financement. Mais en tout cas, effectivement, on peut se dire que s'il y a moins de sanctions, alors les chargés d'insertion seront plus tranquilles pour accompagner. Mais dans les faits, que ce soit pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi à la NPE puis à Pôle emploi ou pour l'accompagnement des allocataires de minima sociaux, la généralisation de l'accompagnement, dans tous les cas, elle est intervenue en même temps que le renforcement des sanctions. Donc, ça a été toujours une logique, l'accompagnement a toujours soutenu une logique de personnalisation, de contractualisation et de responsabilisation des allocataires. Je dirais que moins on créait d'emplois et plus on accompagnait les personnes vers parfois des difficultés, puisque voilà, l'accompagnement a été généralisé alors que les emplois n'existaient pas comme débouché vers cet accompagnement, comme débouché de cet accompagnement. Alors, j'ai une question de Christian Folio qui vous demande si qui dit que pour lui, la dynamique capitaliste vise uniquement à l'accroissement du profit, que la dynamique du moteur unique, c'est l'accroissement du profit, et que vouloir diminuer le profit pour accroître le social, c'est antinomique du système capitaliste. Et pour lui, la seule solution, c'est la socialisation de l'économie, comme le prône Bernard Friot. Et c'est la seule voie qui permette un revenu universel conséquent. Est-ce que ça fait partie, là aussi, des divisions qu'on peut rencontrer dans nos débats à gauche? Est-ce que le revenu universel, c'est une manière de briser la logique capitaliste de l'économie, ou est-ce qu'au contraire, on est encore dans une mesure d'accompagnement? Tu veux y aller? Comme tu veux. Comme tu veux. Je vais peut-être être très rapide de toute façon. Sur la proposition du salaire à vie, je ne la connais pas suffisamment bien pour pouvoir véritablement en parler. Mais sur cette question de la socialisation, je pense en tout cas que c'est une piste intéressante en matière de financement, ou en tout cas, c'est sûr que c'est une proposition qui fait débat et en tout cas qui se confronte assez souvent avec les propositions de revenu universel. Mais j'aurais tendance à dire que la question de la socialisation devrait être une piste à creuser assez sérieusement. Et d'ailleurs, certaines propositions qui ne sont pas des propositions de revenu universel en soi, mais
mais qui prennent un peu aussi cette idée, par exemple, je pense à la proposition de revenu étudiant qui est portée par l'Union des étudiants communistes et qui fait une campagne actuellement pour la mise en place d'un revenu étudiant qui serait à hauteur du SMIC en utilisant l'argument selon lequel étudier, c'est travailler et donc il faudrait financer un revenu suffisant pour l'ensemble des étudiants pour leur permettre de travailler et de ne pas avoir de leur permettre d'étudier et de ne pas avoir à avoir un emploi étudiant à côté, ce qui suscite de nombreuses inégalités, notamment par ailleurs. Je pense que ça, c'est des propositions qui devraient nous inspirer justement sur les pistes, en tout cas de réflexion sur la mise en place d'un vrai droit au revenu. Et donc, je pense qu'il faut rester assez ouvert à ces propositions-là. Mais après, effectivement, comme je l'ai dit, je ne connais pas suffisamment bien pour pouvoir le développer davantage. Alors, je pense que le capitalisme n'est pas antinomique avec la socialisation et que les néolibéraux l'ont bien compris. Donc, voilà, je pense que... comment dire pour moi, il n'y a pas vraiment de solution unique qui serait telle garantie de revenus ou le salaire à vie. Enfin, je pense que c'est aussi des choses qui relèvent de choix de société, donc de débat public. C'est bien ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de débattre. Et d'ailleurs, je pense que plus on discute et plus on voit que les lignes d'opposition sont ténues finalement. Donc voilà, alors bien sûr, la question du revenu universel ou du salaire à vie, beaucoup dépend de ce qu'on met derrière. Un revenu universel, ça peut être très compatible avec le capitalisme. Si on prend la proposition Marc de Basquiat et Gaspard Koenig, ou bien sur le plan politique, celle qui était relayée par Nathalie Kosciusko-Morizet, et puis une autre de En Marche dont tu as parlé, que je ne connaissais pas. Enfin voilà. Donc il y a des propositions qui sont tout à fait compatibles avec le capitalisme, et même un capitalisme assez brutal, c'est-à-dire quand il s'agit juste d'assurer à tout le monde une forme de minimum vital pour aller se retrousser les manches et se battre sur un marché du travail dérégulé. Donc là, voilà, et c'est une forme de dotation qui permet de faire vivre la fiction du marché du travail, à la limite sans salaire minimum. Voilà. Donc encore une fois, tout dépend de ce qu'on met derrière la proposition, et je pense que la question, enfin la priorité qui moi me semble essentielle, et je pense que tu la partages, Nicole aussi, c'est finalement on est dans une société très inégalitaire, on a un problème majeur aujourd'hui qui est peut-être l'urgence du moment et qui est pas l'utopie à laquelle on peut penser pour ensuite, mais l'urgence du moment qui est celle de la lutte de la pauvreté, elle passe par des garanties de revenus. Et puis après, oui, les projets de société et les utopies, je pense que chacun pourrait porter la sienne, et que ce qu'on peut espérer en tout cas, c'est qu'elle soit portée dans le débat public, que peut-être on sorte des propositions politiques étroites qu'on a aujourd'hui dans le paysage politique français. Enfin, voilà. Mais on n'a pas forcément le levier, je dirais, pour imposer, pour avoir un espoir très grand que les utopies qu'on porte voient le jour très bientôt. Donc, peut-être que oui, je pense que là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les mettre en débat et espérer que le débat continue. Mais oui, sur cette question d'utopie, je pense que c'est par ailleurs très important, parce que Rutger Bregman parle d'utopie réaliste, et je pense que c'est peut-être un champ qu'on
qu'on a un peu délaissées. Je pense notamment à gauche, le fait d'avoir des propositions qui sont très ambitieuses, peut-être pas concrètement réalisables dès demain, mais qui nous permettent d'avoir justement ce cap, cette boussole vers laquelle on veut tendre. C'est aussi ce qui permet de susciter de l'espoir, je pense. C'est en tout cas c'est quelque chose qu'on voit de façon assez notable quand on parle de revenus universels auprès du grand public, je dirais. C'est le côté... ça change un peu le logiciel, ça permet d'ouvrir des perspectives que la plupart des gens n'avaient pas forcément envisagées quand on n'est pas très politisé et qu'on pose simplement la question de qu'est-ce que vous feriez avec une garantie de revenus? Est-ce que vous auriez la même vie que vous avez aujourd'hui? Et juste de prendre ce temps de s'arrêter 2 minutes et de réfléchir à quelle est la société idéale qu'on veut pour soi et pour les autres, je pense que c'est une réflexion qui est fondamentale et c'est pour ça aussi qu'on assume aussi le caractère utopique de l'idée parce qu'on pense que les utopies sont importantes dans la réflexion politique tout en étant très réaliste sur le fait qu'aujourd'hui, dans un contexte d'urgence, on a besoin d'agir très concrètement. Et c'est aussi pour ça en tout cas, il me semble important de faire le lien entre ces deux temporalités, le côté où on agit dès maintenant en renforçant l'existant à travers les minima sociaux et notamment avec la proposition d'un revenu minimum garanti. Et en ça, on travaille pas mal avec plusieurs organisations de la société civile, avec aussi des acteurs de terrain qui sont directement concernés par la précarité, par l'exclusion, par le chômage et qui donc aussi sont potentiellement les mieux placés pour pouvoir parler de ce dont ils ont besoin. Et aussi, du coup, réfléchir ensemble, co-construire ensemble et proposer ensuite ce type de politique publique. Et je pense qu'effectivement, là, on est vraiment dans la temporalité, dans la temporalité de l'urgence et je pense on a la possibilité, en tout cas, de créer des convergences qui permettraient de véritablement peser pour améliorer la situation sociale actuelle. Mais voilà, c'est pas évident, je pense, mais en tout cas, il y a des acteurs qui sont mobilisés et je pense que c'est important aussi de les écouter. Bien, on va arriver pratiquement à la fin de ce débat, donc je ne sais pas s'il y a encore quelques dernières questions, il faudrait les taper rapidement pour ceux qui sont encore avec nous. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'on termine un peu le débat là sur une sorte d'opposition entre réaliste et utopiste sur cette question du revenu de base. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le voir ou si du coup on en reste sur un revenu de base qui serait simplement une boussole vers un projet de société vers lequel on essaierait de tendre ou si on peut imaginer des choses plus opérationnelles à proposer rapidement. Voilà, en tout cas, il y a quelques remarques encore qu'on n'a pas eu le temps d'aborder directement, mais j'ai par exemple Jean-Michel Quay qui parle de la garantie individuelle inconditionnelle de ressources comme un pilier indispensable pour une politique de réintégration sociale et de réduction massive de l'assistance et du retour du choix. Elle est aussi indispensable à ceux qui vivent aujourd'hui des trafics, du travail au noir, de la prostitution, etc. et qui pourraient profiter de la suppression des pièces et des billets et de leur remplacement par la carte unique de paiement, que j'imagine y prône comme étant le résultat de cette garantie individuelle inconditionnelle. C'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, cette question du travail non déclaré, des activités qui existent et qui, pour le coup, peuvent être rémunérées sans faire l'objet d'un salaire légal. Est-ce que le revenu universel, c'est une manière aussi de repenser ce type de rapport qui existe? Non, encore une fois, non. Hein. C'est-à-dire que le revenu universel, il ne va pas se comparer au revenu qu'on peut toucher quand on est trafiquant de drogue. Hein. Donc, je prends un exemple, enfin voilà, où il y a beaucoup d'activités illégales qui sont très lucratives. Il y a aussi des activités légales qui sont lucratives, qui
permettre l'évasion fiscale. Mais voilà, le revenu universel, ça ne va pas empêcher que ce soit des activités illégales lucratives, parce que jamais on proposera à un trafiquant de drogue une garantie de revenu suffisante pour le dissuader de continuer, ni même pour lutter contre les addictions. Et puis on pourrait dire, voilà, le revenu universel n'est pas une solution universelle, donc c'est une solution pour certains, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ont besoin de ce revenu pour vivre et à qui ça va certainement permettre à la fois d'améliorer le niveau de vie et peut-être de pouvoir se projeter vers autre chose. Mais voilà, on ne peut pas imaginer que ça va résoudre l'ensemble des problèmes sociaux, hein. Voilà, parfois il faut d'autres instruments. Donc voilà, le revenu universel ni le salaire à vie ne sont pas en soi des solutions universelles. Je pense que c'est toujours des panels de solutions auxquels il faut réfléchir. Voilà. S'il s'agit de garantir des revenus et de lutter contre la pauvreté, c'est quand même ça l'objectif des garanties de revenus. Ben oui, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Voilà, je crois qu'il y avait quelques questions, mais qui étaient plus dirigées à Nicole sur des questions pour préciser quelles étaient les propositions de ton association sur le droit au revenu. Donc, je ne sais pas si tu veux nous dire, quelques mots là-dessus, parce que du coup, on n'en a pas parlé directement. Oui, d'accord, très rapidement. Donc peut-être pour résumer aussi la vision dans laquelle on s'inscrit. Donc je vais le redire, on est vraiment sur 2 temporalités. Sur du court terme, on mène des campagnes de plaidoyer très concrètement avec d'autres acteurs de la société civile sur le renforcement des minima sociaux, donc que ce soit l'augmentation du RSA, son élargissement aux 18-25 ans, ou plus largement la mise en place d'un revenu minimum garanti. D'ailleurs, il y a eu un très bon rapport auquel on a un peu contribué, qui a été publié par le Secours catholique et Equitaise, qui fait justement ce travail de plaidoyer et qui présente les arguments pour la mise en place d'un revenu minimum garanti. Et puis du coup aussi, sur un second plan, on cherche à ouvrir le débat plus largement sur cette question du revenu universel dans un contexte de changement sociétal, dans l'idée d'aboutir à une société, on va dire, d'autonomie qui soit plus juste socialement, économiquement et écologiquement. Et donc là, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir le débat, de réfléchir au projet de société qui pourrait intégrer une forme de revenu universel qui pourrait respecter un peu tous ces enjeux-là, et donc de créer des convergences aussi avec différents courants de pensée. On parlait des coopératives tout à l'heure, mais ça peut être aussi du côté convivialiste, chercher un peu tout ce qui permettrait en termes de réflexion d'enrichir de telles propositions et du coup de rester plus ouvert à d'autres propositions qui ne seraient pas forcément directement liées au revenu universel, mais plutôt transversales et qui pourraient venir enrichir du coup les propositions. Donc à la fois sur du concret, du plaidoyer pour agir dès maintenant avec des propositions concrètes et sur du plus long terme avec l'élargissement du débat sur d'autres réflexions que celles du revenu universel pour créer des convergences. Voilà. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. J'invite du coup ceux qui se posent plus de questions aussi à aller voir peut-être sur votre site internet les différentes propositions. Je remercie bien sûr tous les participants qui nous ont fait
le plaisir de se joindre à nous ce soir. Normalement, tout ça a été enregistré. La vidéo sera disponible sur les sites des différentes fondations. Vous pouvez aussi nous suivre pour voir les programmes des prochains séminaires. J'envoie aussi un grand merci à Tania et Louise qui ont assuré la partie technique de cette visioconférence et qui se sont assurés que tout le monde pouvait bien nous suivre. Et donc, merci à Nicole et Anne de nous avoir accompagnés ce soir. J'espère que ça aura enrichi pour l'invitation, pour les questions. Ce débat. Merci. Merci beaucoup. À très vite à tous les autres pour la suite des séminaires des 6 fondations. Merci beaucoup. Merci.